Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Burundi veut mieux contrôler les ONG internationales présentes sur son territoire. Un projet de loi en ce sens vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Les mesures concernent notamment le financement de ces organisations. La zone UEMOA, une région dynamique en 20 ans. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu d'importantes évolutions socio-économiques, mais des évolutions qui diffèrent selon les pays. Et en cette fin 2016, retour sur l'année écoulée au Burkina Faso, nous vous proposons dans ce journal une rétrospective économique avec les événements qui ont marqué le pays. Le président burundais Pierre Nkurunziza l'avait annoncé au lendemain de sa réélection en juillet 2015. Le Burundi va désormais mieux contrôler les ONG internationales présentes dans le pays. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment que les frais de fonctionnement de ces organisations ne puissent plus dépasser 35% de leur budget annuel. Corinne Kandem. L'Assemblée nationale burundaise a adopté ce vendredi 23 décembre un projet de loi qui vise à mieux contrôler les ONG internationales. Ce projet de loi instaurera des mesures très restrictives visant notamment à contrôler les finances et projets des ONG internationales présentes dans le pays. Les ONG internationales étaient par ailleurs régulièrement accusées par le pouvoir en place de financer l'opposition et l'insurrection depuis le début de la crise au Burundi en avril 2015. Si un gouvernement prend une décision, c'est que c'est une décision réfléchie, après avoir vérifié tous les contours. Et je pense aussi que ce n'est pas une décision qui frappe fort aux ONG, parce que les ONG, on en a toujours besoin. Et je pense que le Burundi n'est pas le premier à prendre ce genre de décision. Donc, si la décision est prise, c'est que c'est une décision analysée et une décision qui portera des fruits à l'endroit des différentes interventions dans le pays. Selon ce projet de loi, les ONG internationales devront dorénavant payer $500 américains pour pouvoir travailler au Burundi. Elles devront également engager leur personnel local dans le respect des équilibres ethniques prévus par la Constitution. De plus, elles ne pourront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Il y a deux choses essentielles qu'il faut déplorer. D'abord, on leur exige de virer le tiers de leur budget au niveau de la Banque centrale, ce qui est une aberration parce que c'est l'argent des ONG, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ce n'est pas la Banque centrale qu'il faut transformer en une banque commerciale. C'est que cette loi exige aux organisations internationales de recruter leur personnel en tenant compte des fameux équilibres 60-40. Alors qu'on sait que ces équilibres, il faut consacrer dans des institutions et des corps sensibles compte tenu des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi. Ce ne sont donc pas des équilibres qui doivent être démis dans les organisations, que ce soit nationales et internationales. Pour l'heure, aucune ONG n'a réagi. Mais selon un responsable d'une des organisations européennes, ce projet de loi aurait été voté sans aucune consultation au préalable avec les organismes concernés. Notons que le Burundi fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds. Sanctions qui résultent souvent des rapports publiés par les différentes ONG qui sont sur le territoire. Il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'y oppose. Le projet de résolution américaine a été rejeté après que 8 pays se soient abstenus. La résolution prévoyait également des sanctions contre plusieurs dirigeants du pays. Gladys Mamba. Il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Telle est la décision émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies le 24 décembre 2016. La résolution américaine proposée pour interdire pendant un an toute vente d'armes, de munitions et d'équipements militaires n'a recueilli que 7 voix au sein du Conseil composé de 15 membres. Une approbation qui aurait nécessité 9 voix. Les sanctions à l'encontre du Soudan du Sud, selon notre opinion, ne doivent pas être la priorité des Nations Unies. Mais l'engagement de l'ONU envers le Soudan du Sud devrait être concentré plus sur le soutien du dialogue politique. Un appel au dialogue national lancé par le président Salva Kiir le 14 décembre 2016. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Je demande également à notre armée nationale et à tous les organes de sécurité de respecter leur mandat constitutionnel, de protéger tous les citoyens et leurs propriétés. Je vous demande à vous
peuple du Soudan de me pardonner les erreurs que j'ai pu commettre. C'est l'esprit dont notre pays a besoin et nous devons agir maintenant. Un appel au dialogue salué par l'opposition qui refuse néanmoins que ces négociations soient menées par le chef de l'État sud-soudanais. Pour plusieurs organisations non gouvernementales, le rejet de l'embargo sur les armes par l'ONU est perçu comme une autorisation à poursuivre les affrontements sanglants. Les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar auraient contraint près de 1,61 million de Sud-Soudanais à quitter leur foyer depuis décembre 2013. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali va bénéficier d'un renfort. Le Sénégal compte déployer 650 soldats supplémentaires début 2017 dans le pays. Ils seront positionnés à Mopti-Sévaré, au centre du Mali, région en proie à une insécurité grandissante depuis le début de l'année 2016. Ils rejoignent 2 unités togolaises déjà sur place. En 1996, les 8 pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cumulaient un produit intérieur brut de 26,3 milliards de dollars pour 62 millions d'habitants. En 20 ans, le PIB a été multiplié par 3,4 et la population par 1,8. Mais dans chaque pays de l'UEMOA, les évolutions ont été bien différentes. Siamo Victoria Sedi. En 20 ans, les économies des 8 pays de la zone UEMOA ne sont pas restées figées. Selon des chiffres fournis par la Banque mondiale, la zone UEMOA affiche depuis 1996 un pic de son développement économique, parallèlement instable avec une démographie galopante non maîtrisée. Avec un produit intérieur brut cumulé d'environ 14 750 milliards de francs CFA pour 62 millions d'habitants, les pays membres de cette zone ouest africaine ont vu leur produit intérieur brut se multiplier par 3,4 et leur population par 1,8. Sur l'ensemble de l'Union, le revenu par habitant a juste doublé de 1996 à 2016. Sur ces 20 dernières années, on a assisté quand même à c'est vrai qu'il y a eu quelques crises, notamment en Côte d'Ivoire, qui ont ralenti un peu la croissance, mais sur la moyenne générale de ces 20 dernières années, on a eu une relative stabilité, ce qui a contribué également à faire en sorte que le tissu économique de la zone soit resté relativement stable. Cependant, le chemin parcouru par l'UEMOA sur ces 20 ans a été émaillé de crises sociopolitiques et économiques. La croissance est-elle tirée par des pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal qui sont le moteur de la zone? La Côte d'Ivoire dispose du revenu annuel par habitant le plus élevé, soit environ 875 612 francs CFA. Le Sénégal a pu multiplier son revenu par habitant par 2,8. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau ont aussi fait des efforts. Leurs revenus ont été multipliés entre 5,6 et 3,1. Une avancée louable qui s'observe, mais qui reste cependant plombée par de nombreuses contradictions infrastructurelles que connaissent les pays en voie de développement. Vous avez des économies qui créent de la croissance, mais essentiellement à travers des grands projets de dépenses publiques financés par l'État et par la dette. La conséquence, c'est que on crée de la richesse, c'est vrai, on crée de la croissance, mais c'est une croissance presque mécanique qui n'est pas créatrice d'emplois. Pour des analystes, d'importants défis sont à relever. Il s'agit de la régulation des naissances et de l'amélioration du niveau de vie des populations. Le Togo est un exemple à suivre en ce sens, avec un revenu par habitant certes faible, soit environ 351 248 francs CFA, mais dont l'indice de développement humain de la zone est classé meilleur. Il est suivi du Mali, dont le revenu par habitant multiplié par 2,6 a le plus progressé. Les pays appelés à faire davantage d'efforts sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, classés quand même 4e en indice de développement humain par le PNUD. Enfin, le Niger, qui présente toujours le plus faible revenu par habitant et le plus faible indice de développement humain de la zone UEMOA. Place à présent à notre rétrospective 2016 au Burkina Faso, une année sous le signe de la relance économique du pays, de nouveaux accords de financement, de nouveaux partenariats, mais aussi un plan national de développement. Notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo revient pour nous sur les faits qui ont marqué cette année. Depuis l'accession au pouvoir du président Roch Kaboré, le Burkina Faso a quasiment tout misé sur le développement économique et social, lesquels développement passe obligatoirement par un engagement conséquent et professionnel au plus haut niveau et par l'implication des populations. Ainsi, l'année 2016 aura été une année décisive pour l'économie burkinabé.
Parmi la vingtaine de faits marquants qui ont cristallisé les attentions, les rencontres d'affaires, les accords de financement et la conférence de Paris sur son nouveau référentiel de développement qu'est le PN2ES. On notera que cette table ronde tenue les 7 et 8 décembre 2016 à Paris, en France, a permis de mobiliser auprès des partenaires au développement plus de 18 000 milliards de francs CFA pour amorcer le développement intégral du pays. 3 défis principaux ont été mis en évidence pour assurer la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Et je vais les citer. C'est le défi de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la qualité des institutions, le défi de la disponibilité et de l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de transformation structurelle de l'économie nationale et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité des secteurs de production et de transformation des produits nationaux pour un développement industriel durable et générateur d'emplois. Plusieurs autres faits d'actualité non moins importants sont à inscrire de plus au nombre des activités qui, durant 2016, ont contribué à remettre l'économie du pays sur les rails. À titre d'exemple, on pourrait citer la 2e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, tenu en septembre à Bamako, au Mali, et dont l'organisation était en partie assurée par des structures burkinabées, le 5e Salon des mines, tenu au mois de mai 2016, le lancement officiel en juillet de la même année du Fonds de solidarité commerciale par le Syndicat national des commerçants du Burkina, et enfin les élections consulaires qui ont porté Mahamadi Sawadogo à la tête de la Chambre de commerce en novembre 2016. Le plus important pour moi, c'est ce que j'incarne vis-à-vis donc de la génération actuelle et future. Et comme je disais tantôt, j'ai commencé petit et les gens ont vu comment est-ce que l'évolution a été faite. En 2016, plusieurs réformes ont été entreprises afin de redynamiser l'économie burkinabé. Décrite comme porteuse d'opportunités pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la croissance économique au bénéfice de tous, il faudra attendre 2017 pour voir si oui ou non des succès seront enregistrés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.